Bonjour à toutes et à tous, Ludovic Leclerc, R2B, Route to Business. Merci pour votre présence à ce webinaire. Comparaison, voilà, des solutions de marketing automation sur le marché. On va démarrer dans 2-3 minutes. Voilà, le principe de ce webinaire, c'est 20-30 minutes ensemble, aborder un sujet, essayer de le rapprocher au maximum de l'expérience des éditeurs de logiciels et puis répondre à vos questions-réponses. Donc, juste avant de démarrer, encore 2 minutes d'attente, est-ce que vous m'entendez tous, toutes et tous? Donc, si oui, laissez-moi un petit message sur la partie chat ou question. Très bien. Merci beaucoup, Céline, pour le retour. Bon, il est midi, on va laisser juste 2 minutes pour les retardataires, sinon on va démarrer. Pour midi et demi, nous aurons fini le web. Très bien, bon, quasiment tout le monde est quasiment arrivé, donc on va démarrer. Donc, comme je l'ai indiqué, hein, le webinaire porte sur la comparaison des solutions de marketing automation. Euh, on va aborder un peu le préambule, quelles sont les bonnes étapes pour se lancer sur ce genre de projet d'acquisition. C'est pas juste un outil, hein, c'est une démarche d'entreprise. Donc, quels sont un peu les prérequis, les préambules à mettre en place avant le lancement d'un tel projet chez un éditeur de logiciels. On regardera quelles sont les principales solutions du marché, quels sont les angles de vue en termes d'analyse comparative. Et puis, en tant qu'utilisateur de quelques solutions, je vous ferai part de mon retour utilisateur sur telle ou telle solution. Et puis ensuite, je vous ferai part je répondrai à vos questions-réponses. Voilà un peu le fil conducteur de ce webinaire. Alors, en premier préambule, je souhaite soulever quelques questions par rapport au marketing au sein de l'éditeur de logiciels. Ça concerne en fait votre environnement marketing et le poids et votre maturité par rapport à ce sujet. Donc, je soulève quelques questions du type est-ce que un projet marketing automation, est-ce un projet isolé qui relève uniquement du marketing ou est-ce que c'est un réel projet d'entreprise? Donc ça, c'est un point important parce que vous êtes l'acteur principal d'un projet de marketing automation, mais vous avez aussi de nombreux contributeurs et partenaires pour pousser cette démarche au sein de l'éditeur de logiciels. Donc, idéalement, il faut que ce soit un réel projet stratégique pour l'éditeur de logiciels. Après, majoritairement, il l'est. Pourquoi? Parce que le principal objectif derrière, c'est de générer du lead, donc un impact sur le chiffre d'affaires de l'éditeur. Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième, c'est est-ce que les objectifs attendus par ce projet sont-ils bien partagés et validés par tous les acteurs et décideurs de projet? Donc, il y a toujours un peu le sponsor. Idéalement, on va dire que c'est le dirigeant de l'éditeur de logiciels ou le directeur commercial qui a la casquette commerce et marketing. Et donc là, c'est partager avec eux les objectifs. On verra de quelle nature ils peuvent être par la suite. Et c'est important pour que on puisse vous challenger et mesurer la performance, votre performance marketing et donc de ce projet à travers des indicateurs qui répondent à leurs attentes. Ensuite, est-ce que j'ai un niveau de maturité? Est-ce que je suis prêt pour aller sur l'automation en fonction de tous les canaux d'alimentation? On peut reprendre ici hein, ce petit schéma. En fait, les différents piliers pour aller sur l'automation nécessaires pour avoir un projet performant. Voilà,
voilà, ça reprend tous ces aspects-là. Donc, est-ce que au niveau aujourd'hui de mon site web ou la génération des formulaires, comment je suis, quelle est ma stratégie réseaux sociaux et quel serait le lien avec l'automation, la partie personnalisation du contenu, scénario et autres, est-ce que je les ai mis en place ou pas encore? Quelle est ma politique d'approche directe par emailing et quelle est la maturité de canal au sein de mon entreprise? Qu'est-ce que je décide d'automatiser ou de pas automatiser? D'un point de vue SEO, comment mon éditeur, mon produit ou mes produits, mes solutions, notamment sur Google Search. Lorsque je fais la promotion d'événements, de contenus divers et variés, comment j'exploite aujourd'hui les landing pages et quel est leur niveau de performance et comment l'automation pourrait optimiser tout ça. Quel est, d'un point de vue marketing de contenu, est-ce que je mets en place un planning éditorial pour alimenter la bête, entre guillemets, hein. Pour aller vers l'automation, il faut aussi pas mal de contenu et planifier dans le temps. Et puis, voilà, en termes de requêtes, comment je me positionne et quels sont les objectifs campagne par campagne. Donc ça, vraiment, faut se poser la question, est-ce que sur la totalité de ces canaux d'alimentation d'un projet de marketing automation, comment je me positionne? Est-ce qu'il y a encore des axes d'amélioration ou qui fait que je vais mettre mon projet d'automation en stand-by le temps de mûrir sur tel ou tel canal et puis une fois prêt sur quasiment la totalité, je démarre. Voilà. Ou est-ce que je fais la démarche en parallèle? Je monte en maturité sur les différents canaux et en parallèle, je monte progressivement en maturité sur l'automation. C'est deux scénarios possibles. Les deux sont louables. Ensuite, est-ce que en interne, au niveau de mon service marketing, est-ce que j'ai réfléchi à qui sont mes personas, quel scénario je pourrais mettre en place de leur côté. Voilà. Donc tout ça fait que est-ce que les conditions sont prêtes, sont là, sont bien là pour lancer un projet de marketing automation chez vous, éditeur de logiciels. Euh, Également, je parlais préalablement des objectifs. Aujourd'hui, pourquoi on va vers un projet de marketing automation? Un, c'est augmenter le ROI du marketing. Très clairement, c'est orienté lead generation et impact sur le chiffre d'affaires. Deux, optimiser la productivité. C'est sûr qu'au quotidien, euh, bah, on accumule les tâches qui sont toujours, bien souvent, certaines sont très chronophages, sans valeur ajoutée forte. Et donc, l'automation permet de gagner du temps, d'automatiser et puis de consacrer davantage de temps à des tâches à valeur ajoutée. D'autres, c'est pour générer du trafic, mesurer la performance de son activité marketing, un alignement marketing sales, améliorer la gestion des campagnes, et puis améliorer la qualité de la base de données, même si pour moi, ça dépend pas il n'y a aucun lien sur cet aspect-là au niveau du marketing automation, même s'il existe des formulaires dynamiques qui fait que à chaque fois, dans une solution de marketing automation, on peut les utiliser, c'est-à-dire une personne remplit un formulaire à l'instant T avec juste un ou deux champs. La fois suivante, lorsqu'on lui propose un formulaire, eh bien, en fait, automatiquement, on va pas lui redemander les mêmes champs parce que on les connaît déjà et on va lui demander des informations complémentaires. Donc ça, c'est ce qui vous permet aussi de décider et d'aligner les objectifs au niveau de l'entreprise et de votre service marketing. Après, c'est sûr il y a des freins et c'est en lien avec ce que je disais préalablement dans le slide précédent, c'est une absence d'une stratégie efficace. Si le projet n'est pas un projet stratégique d'entreprise et isolé, vous n'aurez pas tous les atouts de votre côté pour que ce projet réussisse parfaitement. Ensuite, c'est parce que le marketing et le commerce n'ont pas su aligner leur vision. Et bien souvent, le débat tourne autour de qu'est-ce qu'un lead et à partir de quand le marketing transmet
le lead au commerce. Donc, à partir de quand on passe de la solution de marketing automation au CRM. Voilà. La complexité du système, c'est vrai que parfois ça peut être assez lourd pour certains éditeurs, hein, sachant que chez les éditeurs de logiciels, ouais, il y a bien plus de 80% des éditeurs de logiciels, c'est moins de 20 salariés. Et pour les acteurs historiques, avec quasiment aucune ressource marketing, donc oui, le projet peut paraître complexe et c'est là où il vaut mieux se faire accompagner ou externaliser cette tâche-là. La qualité des données de contact, bon oui, mais ça restera toujours qu'on soit sur de l'email, qu'on soit sur de l'email automation ou de marketing automation, le problème sera toujours le même. Donc ça, c'est un sujet de fond. Le manque de contenu, ça c'est vrai. Je pense qu'il faut savoir alimenter correctement la machine pour que on puisse proposer le maximum de contenu et le plus personnalisé possible en fonction de vos personas. Un manque de compétences internes, certes. Les équipes aujourd'hui, la fonction marketing chez les éditeurs les éditeurs de logiciels est en train de mûrir. Hein. Alors les éditeurs qui sont nativement marketing, ben voilà, dès le départ, ils ont embrayé et sont sur un niveau de maturité assez élevé. Et puis les autres sont en train de se mettre à jour. Et même les très gros éditeurs commencent vraiment à arriver à des standards intéressants en termes de marketing automation parce que à un moment donné, bah, leur principal obstacle, c'était le contenu. Aujourd'hui, ils ont su se positionner sur ça. Ils ont su mettre à jour leur data et les personas et donc aligner les scénarios avec les contenus et la data qu'ils avaient. Et le dernier, pour moi, un des freins, hein, c'était évoqué préalablement, un des freins principaux aussi, c'est ben voilà, l'alignement entre le commerce et le marketing à travers ce funnel et dans une démarche de ce marketing, euh, selling et marketing. Voilà. Et là, je dois me poser les bonnes questions avec le commerce. Euh, Est-ce qu'on partage la même vision de stratégie d'acquisition de leads? Est-ce qu'on donne les mêmes définitions entre les différents niveaux de maturité de lead et à partir de quand on doit communiquer un lead au niveau du commerce? Ensuite, est-ce que le commerce souhaite jouer le jeu également en termes de contribution de production de contenu? Ça peut être des articles, la contribution à des témoignages clients. Je participe en tant qu'expert au webinaire organisé par le marketing. Dès qu'il y a une activité concurrentielle de marché et autres, hop, je la renvoie tout de suite au marketing pour qu'elle puisse l'exploiter également de son côté. Et puis aussi, le dernier point, c'est un point un peu organisationnel. Moi, d'un point de vue marketing, est-ce que je m'aligne avec le commerce pour participer aux revues commerciales de fin de mois pour analyser en fait quel a été le nombre de leads transmis ce mois-ci à l'équipe commerciale, combien ont été réellement convertis en opportunités. Donc, comment opportunité, en fait, voilà, le commercial qualifie davantage le lead à travers un entretien téléphonique avec le prospect ou le client. Et puis, s'il considère que il y avait un réel projet, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, hop, il convertit le lead en opportunité dans le CRM. Et puis, ça, c'est concernant le mois en cours. Et puis, vous avez tous les leads coulissants sur l'exercice en cours et où on en est. Bien souvent, on peut dire, par exemple, le marketing, moi, en tant que dirigeant, éditeur de logiciels, je dis que le marketing doit être à l'origine de au moins un tiers des nouvelles affaires du newbies. Et voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ce newbies et quel est le poids du marketing dans ce newbies. Voilà. Donc ça, c'est toute cette réflexion en termes d'alignement avec le commerce et l'impact du marketing sur le commerce. Une fois ça terminé, c'est un peu les premières étapes.
Je souhaitais juste, avant de démarrer reprendre et démarrer la partie comparaison, euh, mettre à plat les terminologies. L'automation, c'est un réel enjeu de business parce que tout le monde cherche du lead et que aujourd'hui, eh bien, les solutions d'emailing parlent d'automation. Les éditeurs de marketing automation, de plateformes de marketing automation parlent d'automation. Alors, j'ai essayé de trouver une manière de présenter les uns et les autres euh, pour dire quelle est la différence. Pour moi, selon moi, l'email automation, c'est avant tout, je mets en place des scénarios basés sur les actions. Donc, comme là, je vous montre avec un exemple Sendinblue. Voilà, je fais une campagne d'emailing, hop, en fonction des clics, des ouvreurs, etc. Je réautomatise à des durées données tel ou tel email derrière. Donc, on est plus sur des scénarios basés sur les actions. Puis, pour moi, l'email, le marketing automation et le vrai intérêt du marketing automation, c'est bien sûr basé sur les actions, parce que les solutions de marketing automation font également de l'emailing, etc. Mais c'est surtout basé sur les comportements. Par exemple, je suis éditeur de logiciels, j'ai un prospect que j'ai converti à travers un formulaire webinar, un formulaire lié à une formation, un événement, je ne sais quoi. Donc, à un moment donné, je l'ai converti et c'est c'est un contact online. Et je vais mettre en place un scénario du type, ben voilà, tous les contacts que j'ai convertis en ligne, je vais leur mettre en place un scénario sur, par exemple, les pages produits. Donc, je suis euh, prospect, je viens chez vous, éditeur de logiciels, je vais sur la solution 1, alors que j'ai pas cliqué sur un email, j'ai pas fait ça, mais je suis, d'un point de vue comportement, je suis venu sur votre page de la solution 1. Eh bien, je vais automatiser derrière un scénario en fonction de ce comportement. Je vous ai identifié sur la solution 1. Derrière, à J+2, je vais peut-être vous envoyer un témoignage client en lien avec cette solution 1. Je vais vous proposer de participer à notre prochain webinar métier, mais en lien avec cette solution 1. Si je participe à l'un ou à l'autre, hop, peut-être par la suite, je vais proposer un email automatique pour une demande de démo avec l'un de nos commerciaux. Voilà. Mais à la base, le fait générateur, c'est le comportement. Je suis allé sur la page de la solution 1. Et donc ça, vous pouvez le mettre en place pour l'ensemble de vos pages et en fonction des comportements des uns et des autres. Donc après, bien sûr, il faut faire en sorte que qu'il y ait une certaine cohérence au niveau de l'ensemble de votre portefeuille de scénarios. Donc voilà, au niveau des solutions emailing, bah, classiques, celles qui font de l'automation aujourd'hui, Sendinblue, Message Business, Mailjet, Mailchimp, toutes proposent sur les packs plutôt moyens haut de gamme directement la gestion des formulaires et l'automatisation. Alors, les solutions du marché en termes de marketing automation, bon, on n'est pas, c'est pas une liste du tout qui est pas du tout exhaustive. On en a au moins une soixantaine, donc ça serait un peu compliqué d'analyser, de comparer 60 solutions. Mais en général, on va retrouver deux typologies de solutions. Plutôt les solutions grands comptes, comme je les appelle, dans lesquelles on va retrouver HubSpot, même si HubSpot, on peut aussi les mettre un peu du côté TPE, PME, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais on va retrouver HubSpot, Marketo, Eloqua, Salesforce, Pardot. Ces solutions-là, elles sont pourquoi ce sont des solutions assez grands comptes? Parce que elles sont très robustes, très calquées sur le CRM en lien, où on peut analyser des dizaines de campagnes, etc. et très orientées ROI, impact de mes campagnes. Voilà. Euh, et donc, c'est souvent aussi, en termes de personnalisation et de projet d'implémentation,
ce sont des projets assez lourds. Quand on est sur, par exemple, Salesforce Pardot, bah, c'est comme un projet Salesforce. Si on utilise Salesforce en mode SaaS, bah, ok, cool, j'ai créé mon compte Salesforce. Mais si je veux aller plus loin, l'adapter au process de mon entreprise, etc., ça demande énormément de jours hommes, d'intervention externe pour personnaliser et répondre à mes attentes à 100%. Et le deuxième point, pourquoi ce sont des solutions grand compte, bah, tout simplement, c'est la partie tarifaire. On est sur des tarifs à plusieurs milliers d'euros par mois, selon la taille des entreprises. Alors, d'un point de vue économique, il y a deux business models au niveau des solutions de marketing automation. Vous avez le premier business model, c'est je m'abonne par mois ou à l'année, selon l'engagement. Mais surtout, c'est est-ce que j'ai un nombre de contacts limité. Donc la plupart, souvent, c'est plafonné. La première tranche, c'est de 0 à 5000 et après, c'est par 1000 contacts, par exemple. Mais par contre, j'ai un nombre d'envois d'emails illimité. Donc ça, c'est le premier business model. Le deuxième, c'est j'ai un nombre de contacts illimité, mais par contre, j'ai des abonnements en fonction du nombre d'envois d'emails par an. Donc ça, ce sont les deux business models. Et à vous de voir, je pense que c'est un critère important, de voir par rapport à vos usages, la taille de vos bases de données, etc. Ce qui est sûr en termes de bases de données, c'est que idéalement, la solution de marketing automation ne reprend pas les éléments du CRM. Dans un CRM, on va retrouver vos clients et par exemple vos prospects qui ont reçu une proposition selon votre cycle de vente, qui ont reçu une proposition il y a moins de 6 mois ou moins de 12 mois. Et tous les autres, je les ressors du CRM pour les réinjecter dans la solution de marketing automation et essayer de réengager le prospect derrière. Donc ça, ce sont les deux aspects que je souhaitais aborder par rapport aux grands comptes. Par rapport aux TPE, PME, voilà, il y a plein de solutions sur le marché. J'aborderai juste deux solutions françaises. Vous avez Webmécanique qui, en fait, se base sur une solution open source Mautic et qui a personnalisé et ajouté des couches fonctionnelles sur la solution open source derrière. Et puis, vous avez Plaisy, qui est pareil, une solution d'automation issue d'un éditeur de CRM français. Et les deux ont des profils totalement différents. On verra ça par la suite. Et puis après, on retrouve les acteurs internationaux, ActiveCampaign, qui est assez agressif au niveau des profils TPE, PME pour conquérir le marché français et européen. Donc, pourquoi je me base sur ces 9 comptes? Tout simplement parce qu'en fait, bah, ça sert à rien de réinventer ce qui existe déjà et j'avais trouvé le travail intéressant. Je me suis basé sur un livre blanc réalisé par Inbox, qui est une agence lyonnaise, autour du marketing automation. Et puis, donc, je vous mets le petit lien quand vous recevrez le PDF. Vous pourrez cliquer dessus pour télécharger le document. Donc, je rends à César ce qui appartient à César. La grille, la matrice, ce n'est pas une matrice purement R2B, mais je trouvais que le travail était intéressant et que ça ne servait à rien de réinventer l'eau chaude. Donc, la base de ce document, hein, si je peux vous montrer. La base de donc, on voit déjà, hein, ce qui est toujours intéressant, c'est quand une agence travaille, avec quel outil travaille. Donc là, en fait, on voit que Inbox travaille avec HubSpot parce que la ressource était sur la solution HubSpot. Donc, vous pourrez regarder en détail les commentaires, les lectures. Moi, je vous donnerai par la suite mon avis utilisateur de l'une ou de l'autre solution. Mais je trouve que l'analyse comparative est plutôt bien faite. Voilà, à vous de voir. Pour avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à télécharger ça. Euh,
Et pour revenir au petit support, donc la matrice comparative repose sur plusieurs blocs. Un, déjà les fonctions de base. Donc, comment se passe la gestion des scénarios et des campagnes et la facilité de création de scénarios. C'est vrai que c'est pas toujours simple à comprendre. Chaque solution a sa terminologie entre une action, un comportement à réaliser, à pas réaliser, etc. Donc, il y a, chaque solution de marketing automation a sa spécificité en termes de gestion des scénarios. Ça, c'est le premier point. Deux, toutes les solutions de marketing automation ne gèrent pas de la même manière le scoring, qui fait que certains, par exemple, on va créer une campagne basée sur un email, par exemple, et puis en fonction des comportements dans l'email, je vais attribuer tel ou tel score. Voilà, toutes ne le font pas, par exemple. D'autres vont plutôt en fonction des pages, par exemple des pages visitées. Voilà, regardez un peu comment se passe et le scoring et est-ce que c'est facile ou pas à gérer. La partie tracking du visiteur, la partie segmentation, comment je peux créer des segments, hein, c'est en lien avec mes personas, mais aussi comment est-ce que je dispose de listes intelligentes qui permet au fur et à mesure, selon tel formulaire, de renvoyer vers telle liste intelligente, etc., etc. Et puis ça, c'est aussi un réel critère de sélection. Le côté, la souplesse au niveau de l'éditeur HTML d'email. Voilà. Euh, Ça, c'est ce que vous voyez un peu hein, au niveau par exemple, des solutions d'email automation, d'email marketing. C'est-à-dire que on fait toujours la comparaison. Si je prends par exemple Mailchimp, où vous avez un super éditeur, euh, versus Sendinblue, où en fait on est assez limité en termes de conception d'email. Voilà. Après, voilà, il y a toujours la partie code et j'importe la partie HTML et comment elle s'intègre dedans. Donc ça, souvent, pour cette partie-là, s'il faut travailler, on travaille avec le code. Donc, il vaut mieux, si vous savez pas faire, déléguer ça à un de vos développeurs qui le fera, qui vous fera des templates d'emailing à vos standards et puis rajouter la couche design graphique qui va bien. Après, on va aborder les autres fonctionnalités. Moi, je porte une attention particulière sur, pas forcément sur la partie reporting, c'est plutôt le profiling progressif. Donc, comment je fais passer tel profil de visiteur d'une catégorie vers une autre qui le rapproche de l'achat ou qui le fait passer d'un lead froid à un lead chaud. En plus, ensuite, ce sera la facilité de la création et de la gestion des landing pages. Pour l'international également. Hop. Ensuite, on est dans l'automation, donc il est important à un moment donné de rentrer dans un écosystème. Est-ce que ma solution de marketing automation s'intègre avec ma solution de CRM actuelle? Oui ou non? Donc ça aussi, ça rentre dans votre matrice d'analyse si vous devez choisir une solution de marketing automation. Ou inversement, vous avez une solution de marketing automation, eh bien, quel CRM je vais utiliser? Et idéalement, je vais prendre un CRM qui est connecté avec cette solution de marketing automation. Mais en général, quand on va sur le marketing automation, on est déjà équipé d'un CRM. Comment je gère les webinars, par exemple? Toutes les solutions ne gèrent pas GoToWebinar. Et quelqu'un qui s'inscrit via un formulaire GoToWebinar peut être engagé dans des scénarios de marketing automation. Voilà, mais après, c'est les autres aspects en termes d'interopérabilité avec les autres systèmes d'information de marketing de l'entreprise.
Et puis en plus, après, c'est la partie expérience utilisateur ou expérience administrateur d'un point de vue interface, prise en main, ergonomie. Euh, Quand je prenais exemple des grosses solutions de plutôt grands comptes, bah, c'est vrai que d'un point de vue design, ergonomie, ce sont pas les logiciels les plus attirants versus des solutions un peu plus flat design, plus sympas et qui répondent souvent aux usages quotidiens de ce qu'on peut vivre dans d'autres applications du type Plaisy ou web mécanique. Ce sont quand même des interfaces assez bien designées et agréables. Quel support j'ai au niveau de l'éditeur? Voilà, hein, si on trouve une solution de marketing automation euh, d'un éditeur français, tant mieux. Pourquoi? Parce que vous avez du support en français. Euh, Tous les éditeurs étrangers n'ont pas forcément un support en français. Donc voilà, ça c'est à privilégier également. La stabilité de la solution, ça joue. C'est sûr que si vous avez des solutions très récentes, il peut y avoir des risques de stabilité. Donc là, il vaut mieux, avant d'acquérir la solution, faire un POC avec l'éditeur pendant 6 mois. Vous bénéficiez d'un accès, vous pouvez jouer, tester et valider la stabilité de la solution. Puis après, on est sur la communauté d'experts ou de développeurs, voilà, qui pourraient vous aider ponctuellement parce que en tant que chargé de marketing chez un éditeur logiciel, vous avez des qualités, des compétences, mais on vous en demande toujours plus et on ne peut pas être multi-expert sur tous les sujets. Et enfin, le dernier point, c'est la partie en termes d'analyse comparative, la partie tarifaire. Donc, je mentionnais au départ les deux business models. Hein. Est-ce que je pars sur un nombre de contacts limité, mais un nombre d'emails illimité, ou est-ce que je suis sur un nombre d'emails illimité, mais je me suis inversé. Euh, J'ai confondu, je reprends. Donc, un nombre de contacts limité, mais des emails illimités, ou un nombre de contacts illimité, mais des emails limités. Voilà. Après, d'un point de vue tarifaire, sur les grands comptes, pourquoi tout à l'heure je disais HubSpot peut également être côté TPE, PME, parce que en fait, elles ont HubSpot a une offre un peu start-up, où en fait, la première année, vous payez de mémoire. Euh, 10%, je crois, du tarif. 30% la deuxième année, 50% la troisième année, et après vous payez plein pot. Donc c'est pour ça qu'on voit plein de startups aujourd'hui partir sur HubSpot. Pourquoi? Parce que la solution vous permet également d'héberger votre site d'internet. Donc aujourd'hui, vous, en général, vous avez WordPress. Bien sachez que ceux qui partent vraiment, qui ont une démarche purement lead generation dès le départ, certains éditeurs, surtout nord-américains, n'hésitent pas à héberger leur site directement sur HubSpot et ainsi d'optimiser tout ce qui est possible de faire avec HubSpot, tant au niveau du CRM que du marketing automation ou de la partie sales. Donc, au niveau tarifaire, sur un petit compte, on va être entre 200 et 500 euros par mois. Voilà. Par contre, les grosses solutions, on est plutôt à 1000 et plus, voire se rapprocher des quelques milliers. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'élément qui pourrait vous aider à dessiner une matrice comparative. Et n'hésitez pas à lire le document produit par Inbox, très intéressant sur le sujet. Moi, je souhaitais vraiment dégrossir la totalité pour comparer les solutions. Après, je vais vous donner mon avis utilisateur. Aujourd'hui, oui, Marketo, Pardot, j'ai plus été utilisateur très ponctuel. Et c'est là où j'ai pu me rendre compte que c'était très robuste, très lourd et on était sur un peu des CRM, ça ressemblait un peu aux CRM ancienne génération, quoi. Donc après, ça n'a pas du tout la même force.
Alors, je mets 3 étoiles. C'est un peu mon podium. Euh, alors, au pied du podium, je mets HubSpot. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ça devient un peu cher. Mais pour démarrer une expérience, ça peut être intéressant. Et puis, ça peut héberger la partie site web. Voilà. Plus la connexion automatique avec le CRM. Il y a un gros plus par rapport à ça. En deuxième position, je vais mettre Plaisy. Ce que j'ai apprécié chez Plaisy en tant qu'utilisateur régulier de Plaisy, c'était l'approche par le contenu. Ce que j'ai pas retrouvé dans d'autres solutions de marketing automation, par exemple, j'ai un contenu, j'ai écrit un article. Eh bien, depuis Plaisy, je vais pouvoir automatiser la promotion sur les réseaux sociaux, mais de l'ensemble de mes collaborateurs qui m'auront donné un accès temporaire à leur compte. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ça fait un peu office de plateforme de social media, mais intégré à la solution de marketing automation. Donc, par exemple, vous êtes chargé de marketing, vos commerciaux ont un compte LinkedIn ou Twitter ou Facebook. Eh bien, vous leur dites, bah, OK, vous me donnez une autorisation, donnez-moi une autorisation pour publier sur vos comptes. Alors, comment ça se passe concrètement, hein? Ils vous donnent pas leur login et mot de passe de tel ou tel réseau social. Non, vous leur envoyez une invitation et en fait, ils vont accepter un droit d'usage, hein, comme parfois on a la petite fenêtre LinkedIn pour pouvoir se connecter à telle ou telle application. Eh bien là, c'est la même chose. Pendant je crois que c'est en général c'est 6 mois, peut-être ça a changé depuis, et pendant quelques semaines ou quelques mois, le commercial vous délègue un droit de pouvoir publier sur son compte LinkedIn, par exemple. Donc ça permet d'alimenter le contenu des commerciaux, le contenu de vos dirigeants, parce que et tout ça planifié dans le temps et automatisé. C'est-à-dire qu'un article, bien souvent, bah, je vais le publier X fois dans le mois ou X fois tous les mois. Eh bien, les commerciaux auront de la matière à donner à leurs contacts de réseaux sociaux. Et puis, ça, c'était le premier point que j'avais bien apprécié chez Plaisy. Et puis après, la petite touche communication qui est intéressante. En bémol, c'était la partie un peu support et un peu trop super-héros parfois. Voilà. Et après, web mécanique, je le mets en tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait vraiment plusieurs mois que je travaille avec. Euh, Ça permet de faire beaucoup de choses en termes de scénarisation, beaucoup plus que d'autres solutions. Ça s'intègre assez facilement sur WordPress. Ça demande pas de compétences techniques. Très peu de fois, j'ai demandé la main ou de l'aide à un développeur. Voilà. Après, il y a encore des axes d'amélioration sur les templates ou des choses comme ça. Mais très très content de Web Mécanique derrière. Voilà mon podium. Après, au niveau des autres solutions, il y a des solutions qui sont de marketing automation qui sont spécifiques à tel ou tel secteur d'activité. Certaines ont décidé, solutions de verticaliser un peu leur approche. Et souvent, la première verticalisation, par exemple, c'est le retail. Donc, il y a des acteurs du marketing automation qui vont aller sur le retail comme Addicto, les Belges. Euh, on va retrouver des acteurs qui vont aller sur le média ou sur la banque assurance avec des savoir-faire très forts. Par exemple, j'avais un éditeur dans le domaine des médias qui permettait en termes d'automation d'adapter la page d'accueil en fonction du visiteur ou d'adapter la revue de presse quotidien en fonction du persona qui était en face. Je suis personne âgée. Lorsque je vais sur le site de l'assurance, ben, j'ai plutôt les produits
ce type de persona. Et puis, en termes de campagne mailing, pareil, ça s'est adapté derrière. Voilà, ce sont des solutions de marketing automation qui se sont verticalisées pour répondre aux attentes métiers de leur activité. Et voilà, en fonction de vos cibles marché, n'hésitez pas à me dire quelles sont un peu vos cibles marché. Je pourrais peut-être vous orienter vers d'autres solutions de marketing automation. En autre lecture, ce qui m'a permis aussi d'aborder un peu le sujet, voilà, c'est euh, ce livre blanc sur les solutions de marketing automation et comment les choisir. Donc voilà, de par Marketing Automation Academy, on peut télécharger ce livre blanc qui est très intéressant. Et puis nous aussi, au niveau de R2B, Road to Business, on va réaliser, on est en train de finaliser là notre prochain livre blanc autour des 10 scénarios à utiliser par les éditeurs de logiciels, donc qui sera téléchargeable à partir de la semaine prochaine. On va retrouver un certain nombre de scénarios utilisés au quotidien, que ce soit par rapport à des problématiques de démo, de pages produits, de conformité RGPD, les formulaires contacts, les formulaires, tous les contacts online, ainsi de suite. Voilà, on va en proposer une dizaine avec les objectifs, les indicateurs et puis l'infographie du scénario mentionné. Voilà. Donc, vous pourrez télécharger ce document dès la semaine prochaine sur le site de R2B ou sinon depuis un lien que vous pourrez trouver sur nos réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait le tour. Avant de répondre, je vais aller regarder les questions parce que je ne l'ai pas du tout fait pendant la séance et je vais pouvoir rebondir sur toutes vos questions. Nos prochains webinaires, donc là, ça concerne le mois de mai. On en a quatre de complexes. Un, de comment on devient éditeur quand on est à la base d'une société de conseil. Trois, la partie Product Marketing Management. Et quatre, plutôt marketing opérationnel avec le Google Analytics et les KPI à suivre derrière. Voilà pour nos prochains événements durant ce mois de mai qui sera très chargé. Alors, je vais prendre connaissance de toutes vos questions. Si vous en avez pas encore posé, eh bien, allez-y, vous pouvez les poser. Bonjour, on peut tout à fait. Donc, les documents vous seront envoyés, le replay ainsi que la présentation vous seront envoyés. Également, il y a un replay. La data, j'en ai pas parlé. Si je l'ai mentionné en fait, alors par rapport aux canaux d'alimentation de la démarche d'un projet de marketing automation, la data c'est au cœur de tout entre guillemets. C'est-à-dire que je l'ai également évoqué au moment du passage sur la partie CRM. C'est-à-dire que dans le CRM, je vais vraiment nettoyer mon CRM pour n'y retrouver que mes clients et mes prospects ayant reçu une proposition commerciale inférieure à 12 mois. Et puis tous les autres contacts, je vais les mettre dans ma solution de marketing automation. Bien sûr, en amont, j'aurais nettoyé cette base, hein, puisque peut-être que les contacts ne sont plus d'actualité. Et donc, je vais pouvoir peut-être utiliser des applications comme My Kitchen où je peux nettoyer ou d'autres solutions qui permettent d'isoler les hard et softbounds. Donc ça, c'est la base de données. Après la base de données, ben, on est toujours sur un travail d'équipe. Donc c'est à la fois sur le CRM. Là, c'est au niveau vous marketing de challenger par exemple la force de vente pour mettre à jour toute la data côté CRM. Et puis côté marketing automation, bien d'identifier des typologies de comptes similaires à votre portefeuille client et comment développer votre data par rapport à ça. Alors après, il y a la data où on obtient l'opt-in et dans une démarche RGPD parce que les personnes sont venues sur notre site, ont converti. Et puis il y a, je vais chercher, je crée des listes à partir du web
et j'essaye d'engager la conversation auprès du prospect en question en lui rappelant que vous lui envoyez cette information parce que vous partagez les mêmes points d'intérêt et que s'il le souhaite dès le départ, il peut gérer ses préférences en termes de réception d'informations ou se désinscrire. Voilà. Je ne sais pas si Thomas, j'ai répondu à toutes vos, si vous pensiez à ce point-là. Attends, je reviendrai à votre deuxième question par la suite. Ensuite, j'ai Marie-Anne sur les contacts par rapport à la RGPD. Oui, il y a des. Alors, je reformule. Nous travaillons en B2B pourtant Mailchimp nous bloque sur les contacts par rapport à la RGPD. Y a-t-il des solutions plus souples? Alors, il y a bien souvent, avant de penser à d'autres solutions, est-ce que vous êtes en adresse IP mutualisée ou en adresse IP personne dédiée? Ça, souvent, on est sur un niveau de refus qui est quasiment inexistant si vous êtes sur une adresse IP parce que c'est vous qui portez totalement le risque lié au contact. Et comme vous devez être, je pense, sur une adresse mutualisée, les critères de Mailchimp sont assez rigides à ce niveau-là. Voilà. Sinon, Sendinblue, lorsque vous êtes en adresse dédiée, sont vraiment pas regardants. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Thomas, toutes les solutions peuvent-elles accueillir facilement les données multitables? Euh, les campagnes plus simples auprès des clients se font-elles dans le CRM ou le marketing automation? Non, pour moi, les campagnes, elles sont pas forcément plus simples dans un CRM ou dans une solution d'emailing, et elles peuvent se faire au niveau du marketing automation. Derrière, le but derrière, c'est à travers d'une campagne d'email, c'est de convertir la personne et de pouvoir l'adosser à un segment et donc des scénarios derrière pour pouvoir lui pousser le contenu le plus personnalisé ou répondre avec un certain contenu en fonction de son comportement ou de ses actions sur vos différentes campagnes. Ensuite, j'espère donc que j'ai répondu Thomas à votre question. Une question de Rojo. Oui, bien sûr, vous aurez les supports. Pour la gestion de la mise en place, quelles ressources on va mettre dedans? Et en fait, vous mettez toutes. Alors, les solutions, tout à l'heure, j'ai évoqué euh, Plaisy. Plaisy a la particularité en fait de rattacher un flux euh, article par article. Et donc, qui fait que derrière, vous pouvez retrouver directement le contenu et en faire la promotion sur les réseaux sociaux ou déclencher des campagnes automation directement depuis Plaisy en visualisant le contenu. Donc ça, c'est avec une approche contenu-article. Par contre, en termes de ressources, ben, on va pouvoir tout mettre, hein. Vous allez pouvoir mettre du document PDF soumis à formulaire. Vous allez pouvoir utiliser la vidéo ou mettre des liens vers des pages privées. Par exemple, nous, nos pages, les replays de nos webinars sont sur YouTube, mais avec de manière confidentielle et soumis à des liens personnalisés inscrits dans telle ou telle campagne. Donc, par exemple, lorsque vous allez sur le site de Road to Business et que vous choisissez un replay, on va vous soumettre derrière un email automatique avec le lien qui va vous permettre de manière immédiate d'accéder à la vidéo. Voilà, donc on peut mettre tout type de support, quoi. C'est à vous de décider. Après, en termes de planning éditorial, voilà, que ce soit de la vidéo, du webinar, de l'article, de l'infographie, ou même la partie événementielle,
vous mettez toutes vos ressources possibles. Ok. C'est-à-dire, alors Thomas revient sur le multitable, c'est-à-dire avoir toute la connaissance client prospect avec les actions des commerciaux, contrats, réclamations, équipements, etc. Très bien. Alors ça, c'est possible hein, de faire un connecteur lorsque vous avez un connecteur entre votre solution de marketing automation et votre CRM, de pouvoir pousser toutes les informations. Mais à un moment donné, dans la réflexion du projet, qu'est-ce que j'attends de parce que là, ce que vous m'évoquez, sont plutôt des problématiques de CRM et non pas de marketing automation. Donc, parce que les actions des commerciaux, oui, est-ce que j'ai fait mon phoning ou est-ce que j'ai envoyé une propale? Ça, je le retrouve dans les contrats, je les retrouve dans le CRM. Une réclamation, je le retrouve dans le CRM. Même si le formulaire réclamation peut être administré par la solution de marketing automation et générer derrière, par exemple, un scénario de gestion des réclamations. Quelqu'un a complété un formulaire de réclamation, à J+2, automatiquement, il reçoit un message comme quoi le support a bien pris en compte, le commerce a bien pris en compte sa réclamation et qu'il recevra une réponse sous peu. À J+2, est-ce qu'il a la réponse a été apportée a été satisfaisante? Donc ce J+2 peut être aussi généré dès que le statut réponse envoyée a été réalisée, hop, il y a un push qui part pour avoir un avis de satisfaction client. Les équipements. Et tous les sujets que vous évoquez, ce sont des sujets liés au CRM. Le marketing automation, c'était vraiment, j'ai des bases de prospects plus ou moins chauds, à moins de les nurserer à travers du contenu pour faire mûrir leur projet et arriver à un intérêt fort. Et à partir de là, donc ça c'est à partir de quand, ça c'est ce que vous déterminez avec avec le commerce, à partir de quand je mets le lead dans le CRM pour le commercial. Donc là, ça revient au funnel que je vous ai présenté tout à l'heure. À partir de quand je bascule du lead marketing et de la solution de marketing automation vers un lead commercial que j'ai mis dans le CRM. C'est sûr que si j'ai le formulaire demande de démo a été complété via un formulaire de marketing automation, je vais pas garder chez moi dans ma solution de marketing automation ce lead. Automatiquement, il est mûr, il est chaud, hop, il va dans le CRM et ça déclenche tout de suite une tâche pour le commercial. Voilà. Mais quelqu'un qui s'est inscrit à un webinar, je vais pas le pousser tout de suite au commercial. Je vais d'abord lui remettre du contenu, lui remettre des témoignages, etc. Donc j'espère avoir clarifié le multitap qui est vos attentes, qui étaient vraiment très orienté CRM et pas forcément marketing automation. L'idée était, toujours Thomas, l'idée était de faire des campagnes ciblées en fonction de ces infos de connaissances clients. Oui, mais ces infos clients, vous allez les récupérer. Alors, l'automation a deux vocations possibles. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai majoritairement parlé d'acquisition, mais on peut parler également de fidélisation. Et puis souvent, d'un point de vue ROI, la fidélisation coûte moins cher. Ça coûte moins cher de faire de l'upsell chez un client que d'acquérir un nouveau client. Donc, vous, au niveau de votre CRM, vous allez détecter un certain nombre d'informations, des éléments que vous allez collecter dans la data, et puis ça vous permet de générer des listes, des segments et donc peut-être des personas derrière, auxquels vous allez pousser des campagnes. Par exemple, tous ceux euh, qui ont déposé une réclamation, je vais rester sur la réclamation, tous ceux qui ont déposé une réclamation dans le mois, hop, je les reprends et je les mets dans mon marketing automation pour leur pousser un scénario, s'il n'a pas été automatisé initialement. Demande d'information, pareil, est-ce que les personnes sont satisfaites de l'information qu'on a pu leur communiquer?
hop, je reprends tous ceux qui ont demandé une demande d'information ces derniers temps, à la fin du mois, et hop, je repousse une campagne manuelle. Voilà. Euh, voilà comment vous pourriez travailler à partir du CRM des segments, des cibles à travailler via le marketing automation, mais avec des campagnes manuelles, pas automatisées. Donc, Ivana, la différence, c'est que le CRM, comme son nom l'indique, c'est la relation client. Et donc, la relation client, c'est ma vie avec le client ou avec le prospect que j'ai abordé dernièrement. Et là, je mets toute l'historique, toute l'information, toutes les informations. Et puis, le marketing automation, eh bien, c'est complémentaire, mais ça va travailler plutôt en amont pour arriver à des prospects chauds et prêts à recevoir un appel d'un commercial. Voilà. Ça fait gagner. Le marketing automation permet au commercial en fait euh, d'appeler vers un prospect qui a un réel intérêt. Certes, peut-être que le lead doit être encore et davantage qualifié. Ça lui permet de réduire son cycle de vente et d'être plus performant commercialement derrière, parce qu'on est souvent sur des taux de transformation qui sont bien plus élevés que si c'était le commercial qui avait fait des appels à froid et essayé de trouver des prospects, des leads à gauche et à droite. Donc, je pense que c'est assez clair au niveau de la distinction et de la complémentarité entre ces deux types de solutions. Question de Rojo. À quel moment les mails se transforment en spam? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, on est vraiment sur toutes les bonnes pratiques de délivrabilité d'emailing. Regardez sur nos replays, on a un webinar à l'époque sur la partie optimiser la délivrabilité de vos emailings. Sinon, n'hésitez pas à utiliser l'application pour tester avant d'envoyer un email, testez-le. Donc, pas juste, puisque bien souvent, en 90% des cas, on fait j'envoie euh, j'envoie un test et en fait le test arrive sur ma messagerie. Non, là je vous demande de faire le test à travers la plateforme. Alors, il y en a plusieurs, mais une plateforme comme Mail Testé qui permet en fait lui, Mail Tester va recevoir votre emailing et va l'analyser au niveau des images, du texte. Est-ce que votre IP elle est correcte? Est-ce que toutes les normes d'authentification sont bonnes? Et parfois, on peut voir que peut-être sur Gmail, j'ai peut-être envoyé trop d'informations sur des contacts Gmail et hop, je suis peut-être blacklisté ou je suis mis en spam chez Gmail par exemple. Donc voilà, petit outil, tester Mail Tester et d'autres solutions similaires pour voir vos envois d'email. Mais sinon, on pourra de notre côté checker avec vous euh, s'il y a des axes d'optimisation derrière. Ok, j'ai répondu à toutes les. Je voulais juste savoir s'il y en avait encore ou pas. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez encore des questions? Non? Bon, on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous donne rendez-vous à nos prochains webinars, là qui seront vraiment un peu plus 100% éditeur de logiciel. Là, on était un peu de manière transversale. La touche éditeur de logiciel, vous allez retrouver dans notre document à télécharger la semaine prochaine sur les 10 scénarios spécifiques éditeurs à télécharger dès la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de semaine, un bon pont de Pâques et puis rendez-vous à plus tard. Alors, merci beaucoup. Au revoir.